Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Romain Auger et tu es sur le podcast Dorien, le podcast où l'on parle cash et on apprend ensemble. Alors, si tu aspires à plus de sérénité financière ou à une vie meilleure, eh bien tu es au bon endroit. Ici, on discute investissement, business et réussite. En fait, tout ce qu'il faut pour progresser dans ta quête d'indépendance monétaire. Mais avant d'investir, on l'a déjà vu dans pas mal d'épisodes au préalable, il est bien de mettre de côté, de se préparer un petit matelas et d'économiser. Donc d'une part en évitant pardon, les dépenses inutiles et d'autre part en dépensant beaucoup moins tout simplement. Sauf que parfois, les dépenses, eh bien, ils frappent à la porte même quand tu ne t'y attends pas. Pardon. Transaction immobilière, assurance, banque, il faut lire à travers les petites lignes et ce n'est pas toujours évident de ne pas tomber dans le panneau. Et cela tombe bien, car aujourd'hui je suis en présence de Louise Roche. Bonjour Louise. Bonjour Romain, Tu vas bien? ça va bien, je te remercie. Génial. Donc Louise, elle a écrit et publié donc aux éditions Maxima, J'arrête de me faire avoir, immobilier, assurance, banque, récupérer ce qui vous est dû. Donc je vous présente l'ouvrage, on enregistre à distance, j'espère que vous verrez bien. De toute manière, je remettrai les différents liens à disposition dans les commentaires pour que vous puissiez commander le livre si cela vous a plu. Donc comme d'hab, lorsqu'on parle d'un livre d'ailleurs, je vous proposerai de gagner l'exemplaire. Donc je ne sais pas encore, ça sera soit via LinkedIn, soit via Instagram. Mais souvent, donc, on poste les interviews le mercredi et je vous proposerai donc le lundi d'avant, à travers un post, de gagner le livre via un tirage au sort. Alors Louise, comme à mon habitude, je te propose peut-être de te présenter qui tu es, d'où tu viens et surtout qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre. Bien sûr, alors moi, avant d'écrire ce livre, je suis d'abord une consommatrice, comme à peu près tout le monde, et j'ai eu, comme beaucoup de personnes en ont fait l'expérience, de temps en temps des problèmes avec soit mes banquiers, soit souvent mes assureurs, ou soit dans le domaine de l'immobilier. Mhm. Et donc c'est un sujet qui me parlait un petit peu, auquel j'étais un petit peu sensibilisée simplement pour l'avoir vécu, pour l'avoir rencontré et pour avoir échangé des mails un peu désagréables avec, avec des assureurs ou avec tout simplement des entreprises, hein, ça peut être n'importe qui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par le hasard de l'histoire, j'ai travaillé pendant un temps dans le domaine de la transaction immobilière. Donc mon métier, j'avais intégré une grosse agence très connue, sans aucune... j'avais fait des études, mais pas du tout de ça. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai adoré le métier, mais je me suis rendu compte de l'intérieur de ce que c'était et de ce que les clients qu'on recevait et que du coup je drivais, à qui je faisais visiter des maisons, etc. Je me suis rendu compte de la différence entre ma formation et la formation de celle de mes collègues, donc la réalité et ce qu'on proposait aux clients, ce que lui attendait et puis des vraies réponses. Parce que quand on achète une maison, on a besoin de quelque chose d'hyper cadré, d'hyper juste, d'hyper précis, parce que c'est quand même pour beaucoup l'investissement d'une vie. Donc j'ai été encore une fois sensibilisée au métier de l'immobilier, d'autant que j'aime ce métier, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est un super métier en soi, genre l'immobilier. Mais derrière, j'ai travaillé, encore une fois par un hasard de l'histoire, j'ai travaillé pendant longtemps et même encore un petit peu maintenant pour des grandes entreprises qui sont toutes soit des assurances, soit des banques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et je l'ai appris sur le tas en étant embauchée, il y a un énorme lien entre l'immobilier, l'assurance et la banque, parce que souvent ce sont ces mêmes organismes, ces mêmes noms que l'on retrouve dans tous ces secteurs. Évidemment sous d'autres appellations, évidemment sous plein de succursales, évidemment tout ça c'est très noyé aux yeux du grand public et du consommateur, mais tout appartient un peu aux mêmes personnes, mine de rien. Et un banquier peut vendre des assurances, etc. etc. Un banquier détient de l'immobilier, voilà, tout ça se mord un peu la queue. Et du coup, j'ai passé un peu plus de 8 ans à écrire. Donc moi, j'étais dans la communication. Donc mon but, c'était d'expliquer à des clients, que ce soit dans le digital ou en print, c'est-à-dire sur papier, sur communication interne ou externe, d'expliquer aux clients comment ça se passait. Mais il est bien évident que quand vous êtes payé en tant que rédacteur ou en tant que communicant par un client, vous êtes payé par un client et donc le contenu est forcément pas biaisé, mais un peu axé. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on veut dire. Et je me suis rendu compte là-bas des dessous de l'assurance et de la banque que j'apercevais déjà en tant que consommateur. Mais voilà, j'ai eu le temps de lister tout ce que je trouvais absolument incroyable et surtout tout ce que les gens ne savent pas et qu'en fait n'importe qui devrait connaître. C'est quand même des outils de base de savoir gérer à minima
des domaines comme la banque, l'assurance et l'immobilier. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre quelques années après. Super, ouais, donc déjà, ça nous confirme ta légitimité. Tu as passé bon nombre d'années dans ces différents domaines. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans l'ouvrage, donc c'est présenté finalement en trois grandes colonnes, l'immobilier, la banque et l'assurance. Par contre, ce que tu viens de nous expliquer à juste titre, c'est que c'est vraiment un écosystème et qu'en fait, c'est super lié et c'est des acteurs qui souvent sont partie prenante. Ton banquier va aussi avoir parfois la casquette d'assurance pour l'habitation, pour plein de choses. Ce qui est hyper aussi intéressant, c'est de remarquer que déjà en tant que consommateur, c'est hyper dur de connaître dans les grandes lignes, et c'est d'autant plus dur de le connaître dans les spécialisations finalement. Et puis tu as pu aussi confirmer, une fois que tu étais passé de l'autre côté, que tu avais quelques préjugés qui étaient quand même assez tenaces. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour tirer à vue sur certains métiers, etc. On est juste là, par contre, pour constater qu'effectivement, comme dans tout métier, il y a des gens qui sont un peu plus requins que d'autres, qui ont d'autres ambitions. Et en tout cas, la frontière est assez fine. Et en tant que consommateur, on peut rapidement se faire avoir sur certains produits. Exactement, et tu fais bien de le rappeler parce que c'est très important de le dire, j'aurais même dû le dire en préambule, c'est-à-dire que il y a des mauvais professionnels ou il y a des professionnels pas assez formés parce que très souvent c'est le cas en fait, c'est simplement un manque d'effectifs, un manque de temps, des circonstances qui font que en aucun cas le métier d'agent immobilier ou en aucun cas le métier de banquier ou le métier d'assureur est décrié, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces gens-là, c'est comme ça que notre société fonctionne, c'est grâce à eux qu'on peut avoir des prêts immobiliers, c'est grâce à eux qu'on est assuré, qu'on a la chance d'être en France, d'être protégé, d'avoir des droits et des droits, et tant mieux, c'est hyper important. Et il y a des très bons professionnels. Cependant, effectivement, il y a quelques erreurs, et j'allais dire presque systémiques, dans le sens où c'est du mensonge par omission. Et en vrai, du mensonge par omission, il y a plein de gens qui vous diront que c'est pas vraiment du mensonge. Et donc on peut comprendre qu'une société commerciale, parce que toutes ces entreprises sont des sociétés qui sont là pour faire de l'argent pour elles, pour leur entreprise, pas pour le consommateur, pas pour le client. Ces sociétés-là sont là pour faire de l'argent, et donc du coup il est presque logique et compréhensible dans notre monde qu'en fait elles ne surlignent pas les petites lignes où il y a marqué tout ce que le consommateur pourrait éviter comme frais. On peut l'entendre aussi, ça marche comme ça dans pas mal de boîtes. Oui, c'est vrai. Bon, après, il faut savoir qu'en plus en France, tout ce qui est par omission, c'est considéré quand même comme une faute ou des délits, etc. Donc ça peut être grave. Là, il y a de l'argent en jeu. Parfois, il y a des vies. Quand on parle d'assurance emprunteur ou assurance habitation, ça peut être quand même des gros montants. Donc tu as raison de le préciser. Après, encore une fois, si vous écoutez cet épisode, que vous êtes un professionnel du métier et ne vous sentez pas visé, il y a des très bons professionnels. Juste, et moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer, c'est que tu n'hésites pas non plus à pointer du doigt les dysfonctionnements ou les choses qui pourraient être aberrantes. On parle par exemple de produits qui sont vendus en doublon, voilà, qui sont peut-être inefficaces et inutiles. Et donc c'est aussi ça qui est précieux dans ton livre, c'est le ton que tu emploies, et tu n'hésites pas non plus à nommer les choses que tu as pu constater, donc ça c'est top. Alors peut-être en introduction, alors pas forcément que tu me donnes des chiffres précis, mais moi j'étais intéressé de se dire pourquoi tu as choisi ces marchés-là particulièrement. Alors forcément par rapport à ton histoire, mais j'étais assez halluciné. Sur certaines pages, tu fais des petits mémos en fait avec des chiffres, et c'est un marché qui est quand même assez juteux. Est-ce que tu pourrais me rajouter quelques éléments ou m'en dire un peu plus là-dessus? Ah bah, c'est un marché qui est même extrêmement juteux, l'immobilier. On sait quand même que ça représente le patrimoine des Français, donc du coup ça n'a presque pas de prix, c'est extrêmement important. Et il en va de même pour l'assurance et pour la banque. Évidemment que ce sont des secteurs. Et puis on parle de milliards d'euros, par exemple le chiffre d'affaires de l'immobilier à l'année, c'est 16,5 milliards d'euros. Oui, Juste pour on parle l'immobilier. pas de millions, on parle de milliards, hein, Oui, absolument, on parle de milliards et encore une Oui, fois, on ne absolument. parle pas évidemment de montants de transactions immobilières, hein. On parle du chiffre d'affaires des métiers de l'immobilier, donc les intermédiaires dans ce secteur. Et donc ces chiffres-là, évidemment, dans tout le livre, parce qu'en fait, tu l'as dit, le livre est divisé en trois parties distinctes, en sachant que sur certains sujets, par exemple l'assurance emprunteur, ou alors les garanties d'assistance, qui ne sont pas la même chose que les garanties d'assurance. Dans certains secteurs, les choses se recoupent. Tout est intrinsèquement lié. Et quand, par exemple, votre banquier
vous vend, parce que la carte bancaire, il ne vous la donne pas, il y a marqué qu'il vous la donne, mais en réalité, vous payez l'ensemble de frais à l'intérieur d'une carte bancaire. Quand votre banquier vous donne, enfin, vous vend une carte bancaire, à l'intérieur, il y a une assistance. Et cette assistance-là, elle est absolument pas connue, on s'en sert pas, et pourtant elle peut être hyper importante dans certains cas. Donc oui, il y a beaucoup de choses à savoir, et tout se recoupe parce que le domaine assistance, on va le retrouver dans l'assurance, parce que c'est l'entreprise, généralement succursale, ou qui appartient à la banque, qui va gérer toute la partie pour le volet assurance et assistance. Donc du coup, c'est plus la même société. Et combien de consommateurs ont passé des mois et des mois et des mois à envoyer des courriers à leur banque, en tout cas la personne qui leur a vendu le contrat, et en fait, il faut passer par l'assurance, mais l'assurance vous renvoie vers l'assistance qui est généralement basée complètement ailleurs pour gérer ça, qui elle fait en sorte de vous oublier. Ça arrive tout le temps. Donc oui, tout est très intrinsèquement lié. Et dans ces 3 domaines, à chaque fois, on prend une page, même 2 pages, parce que c'est chiffré, comme tu l'as dit, 2 pages pour dresser un constat. Pourquoi on parle de ça ? Pourquoi ça représente beaucoup d'argent ? Pourquoi ça représente beaucoup de gens ? Parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'intérieur de ces secteurs. Donc pourquoi on parle de tout ça ? Ensuite, c'est tout le corps avec tous les conseils, les astuces, les choses à savoir, le pack de choses à connaître. Et à la fin, il y a toute une partie en cas de conflit, en cas de problème. Qu'est-ce qu'on fait dans telle ou telle situation ? Qui on appelle ? Qui on va voir ? Quel organisme ? Quels sont les délais ? Combien de temps ça prend ? Donc c'est quand même un guide qui est très, très complet, où on parle d'un constat, on donne des solutions, et à la fin, si vraiment toute la partie négociation, toute la partie institution mise en place, tout ça, ça n'a pas réglé le problème, qu'est-ce qu'on fait et comment on porte l'affaire en justice ? Et pour chacune de ces 3 parties, c'est complète. Effectivement, donc moi j'ai bien aimé la structure du livre, hein. Encore une fois, 3 parties donc sur immobilier, banque et puis assurance. Et puis en fait, à chaque début de chapitre, donc je reprends mes notes, hein, vous me voyez à l'écran fouillé. En fait, il y a des petites pages récap avec les chiffres. Donc c'est la page 20, 144 et 202 pour ceux qui ont déjà l'ouvrage. Et effectivement, alors moi ce qui m'a fait débloquer, c'est les montants en milliards d'euros que représente cette manne financière. Donc là, on est vraiment sur un gros marché, une grosse part de gâteau avec beaucoup de choses effectivement qui sont en écosystème et qui sont liées. Et puis, c'est ce qui te touche toi directement, auditeur ou auditrice. En fait, on voit la part des Français qui est partie prenante, hein. Là, je vois par exemple pour l'immobilier, alors c'est des chiffres, hein, qui sont basés sur une période de temps, un laps de temps, mais en tout cas 1012 réclamations portées contre les agences immobilières via la DGCCRF. 21% des anomalies relevées par la DGCCRF sont des pratiques commerciales trompeuses. Donc on voit, comme tu disais, que c'est pas forcément intentionnel, peut-être par omission, mais qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs qui se sont produites. Et moi d'ailleurs j'avais bien apprécié, tu avais fait un petit tableau, une espèce de tableau graphe. Et en fait, j'ai expliqué toutes les erreurs possibles, notamment par exemple le calcul des intérêts, voilà, des choses qui paraissent aberrantes que tu vas jamais vérifier et qui pour autant représentent beaucoup d'argent, quoi. Donc c'est assez large, donc ça c'est plutôt intéressant. Oui, c'est effectivement énormément d'argent, et tu l'as dit, les chiffres sont assez hallucinants. Là, on parle des banques, c'est quand même hallucinant parce que c'est des frais, on l'a dit, la banque, c'est des frais très importants. Ils sont soit très importants dans le temps, dans la durée, parce qu'en vrai, 5 euros ou 10 euros ou 15 euros de frais par mois pour une carte bancaire et un compte, on a l'impression que c'est rien. Mais mis bout à bout sur toute votre existence, parce que pendant toute votre vie, vous allez payer 1, voire 2, voire 3 comptes bancaires avec les comptes joints, ceux des enfants, c'est hyper cher. Ça peut être dans le temps, mais ça peut être aussi sur une action, typiquement l'achat d'un bien immobilier. Et quand vous voyez que les erreurs sur le calcul des frais de dossier, par exemple, représentent 2%, mais 2% ça paraît rien, mais 2% sur l'ensemble des dossiers qui ont été, je crois que c'est la DGCCRF encore, non, c'était une enquête de l'Eurocours.com. Sur toutes les banques, en fait, c'est énorme, 2% des prêts avec une erreur de taux de frais de dossier, sachant que les frais de dossier, c'est le bout de l'iceberg, c'est une toute minime partie de l'ensemble des frais qu'on va payer pour un... Et encore, je vous ai donné l'erreur la plus petite, mais c'est assez hallucinant. Et les assurances ne sont pas non plus en reste, hein, parce qu'on parlait de 1000 et quelques plaintes, réclamations en fait, déposées auprès de la DGCCRF sur un an. Et pour les assureurs, c'est 3000, plus de 3175 par an. En l'occurrence, en 2022, dernier chiffre à l'époque de l'impression du livre.
mais c'est monstrueux. C'est assez Et fou, dans ouais. ces 3000, il y a quand même 23%, dont 23% pour pratiques commerciales trompeuses. En 2025, le terme est quand même pratique commerciale trompeuse, là où les banques sont obligées normalement d'afficher tout. C'est pas possible normalement d'avoir une information qu'on ne connaît pas avec une banque. Et ben Mm. 23%. Moi je trouve Ouais, la ça limite peut ultra. être un petit peu fine, notamment quand tu as des ambitions, des objectifs et que tu es intéressé à vendre des produits. Bon, forcément, la limite peut être parfois fine. Alors c'est cool maintenant qu'on a vraiment bien planté le décor et qu'on donne tous les enjeux. Toi, tu dirais que ton livre, il s'adresse à qui finalement? Moi, je pense que ce livre, c'est un guide pratique et je pense Mhm. que c'est un guide pratique qui porte bien son nom parce que vraiment, c'est ça. C'est un peu toutes les clés pour comprendre comment ça marche. Et je pense que si je devais l'offrir en dehors des personnes à qui je l'ai déjà offert, je pense que ça serait aux tout jeunes étudiants ou alors jeunes actifs. Je pense D'accord. que en fait, c'est un condensé résumé, évidemment plus complet que ce qu'aurait appris un consommateur lambda, parce que bah, ça a été mon métier pendant très très longtemps. Mais je crois que c'est un guide en fait qui permet d'un coup, soit quand vous êtes locataire, soit quand vous devenez bailleur, donc un peu plus vieux, peut-être vous allez faire un investissement locatif et dans 10 ans vous allez devenir bailleur, quand vous allez devenir propriétaire, ou alors tout simplement bah, pour contracter les assurances, ou encore bah, vous allez avoir besoin d'ouvrir une banque. Et bah, tout ce qu'il faut savoir, en fait, c'est résumé. Il se trouve que les chapitres sont extrêmement longs parce que du coup il y a toutes les situations décrites à l'intérieur. Et Mm. c'est un livre où en fait la situation vous arrive, où vous posez une question. Ah mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là? Mince, qu'est-ce que je devais vérifier déjà avant de reprendre une assurance? Mince, c'est quoi le truc? Vous ressortez le bouquin, vous allez à la page assurance, vous allez à la page qui vous concerne, et vous avez toutes les clés, et il suffit de suivre la liste à puces, vous avez tout. Enfin, voilà, c'est un guide pour les jeunes actifs, ou pour tous les adultes qui tout simplement n'ont pas les connaissances, parce que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, et que certains parents jugent par éducation, par manque de temps, pour X raisons, ne pas nous apprendre parce qu'on part du principe que bah, tu l'apprendras en grandissant, c'est des trucs d'adultes. Sauf qu'en fait, eh ben, on se fait avoir quand même pas mal de fois avant d'arriver à comprendre la bonne voie. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça s'adresse, donc ça tombe bien, c'est aussi l'audimat du podcast de rien, les étudiants qui veulent se lancer, les jeunes actifs. Et donc, moi, c'est le livre que j'aurais bien aimé avoir il y a 15 ans, puisque il reprend pas mal d'étapes importantes finalement de la vie de monsieur et madame tout le monde. Et puis, à l'inverse, il s'adresse aussi à des gens peut-être un peu plus expérimentés en poste et voilà, qui ont déjà des connaissances. Moi, par exemple, effectivement, j'ai trouvé que le livre est très, très détaillé. Et même si je suis dans ce domaine-là et que j'apprends beaucoup de choses là-dessus, bah, j'ai appris des choses assez pointues sur le livre. Donc ça, c'est chouette. Et bah tu m'envoies ravi. Et c'est Alors, vrai, vas-y, pardon, je t'en prie. pardon, excuse-moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler plus des jeunes actifs que des personnes déjà bien établies, tout Mhm. simplement parce que j'ai apporté, et mon éditeur aussi était complètement d'accord, j'ai apporté beaucoup de soin au livre pour qu'il soit digeste, pour que ce soit surtout pas une bible des choses à faire dans telle ou telle situation. L'idée, c'était pas que ce soit ennuyeux, pesant, avec des gros pavés, difficiles à lire, sur 50 pages, hyper techniques, avec plein de chiffres. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est que ce soit très clair, très lisible et presque juste des bons conseils comme ce que vous allez retrouver sur Internet, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher sur 50 000 sites et surtout de se poser la question de qui écrit quoi, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, le site que vous êtes en train de lire, vous avez l'impression que c'est un site qui appartient à personne ou à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, mais non, généralement, le site appartient et on arrive aux banques, tout ça, et donc du coup, le discours est un peu biaisé. Ouais, donc ça, c'est très très cool, le fait d'avoir fait plusieurs chapitres. C'est vrai que le livre, finalement, on n'est pas obligé de le lire en une traite. On peut aller piocher par rapport aux intérêts qu'on a à un instant T. Donc ça, c'est très chouette. Alors, peut-être une question un peu large pour attaquer le sujet. Finalement, bah, tu abordes des sujets banque, assurance, IMO. Mais si tu devais commencer comme ça de but en blanc, tu pars vraiment d'une page blanche, vers quoi tu partirais en premier? Et selon toi, quel est le plus important à traiter en premier? Quel est le sujet le plus important ou quel est le sujet le plus récurrent? Bah, alors,
Je sais pas, des questions assez difficiles finalement, mais est-ce que c'est plus important, je sais pas, peut-être d'aller sur un point en termes de montant, parce que ça te semble juste aberrant les montants qui sont en jeu sur ce point-là, ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des trucs où tout le temps on se fait avoir et il faut avoir l'œil dessus régulièrement? Est-ce que tu as des tips à nous donner par rapport à ça? Eh ben, je pense que l'immobilier, c'est hyper important d'avoir une base très vite, Mhm. euh, parce qu'on est concerné dans tous les cas. Qu'on soit D'accord. locataire, qu'on soit propriétaire, d'une part, et ensuite qu'on soit bailleur, mais si on est bailleur, on est aussi locataire ou propriétaire, l'un dans l'autre, ou alors même qu'on soit propriétaire de résidences secondaires, de parcs locatifs, qu'on ait fait des investissements. Tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre par l'immobilier, et même si vous n'achetez pas. Il y a plein de gens qui n'achèteront jamais dans leur vie, soit par manque de moyens, soit de possibilités techniques de pouvoir le faire, d'avoir accès au crédit, d'âge, etc. etc. Soit tout simplement par conviction, parce qu'on revient dans ces temps économiques difficiles un petit peu sur l'importance de la propriété. Donc à voir, vous faites bien ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il faut que vous sachiez des bonnes pratiques. Et dans ces bonnes pratiques, il y a des choses de base à savoir, comme par exemple quand vous êtes locataire, qui paye quoi. Combien Ouais. d'étudiants se font avoir sur le qui paye quoi. Moi, j'habitais pendant des années à Paris. Il se trouve que moi, je faisais attention, mais je me retrouvais à briefer mes copines et mes copains en leur disant: mais les gars, c'est pas à toi de payer ça. Ou inversement, de temps en temps, les propriétaires oublient aussi de faire régler des choses qui normalement ne leur reviennent pas parce que c'est de l'usure. Alors, tant mieux pour les deux cas si personne ne s'en rend compte et si c'est pas des grosses sommes, mais il y a des règles, il y a une base, et ça, en fait, c'est important de le savoir. Par exemple, la trêve hivernale, tout le monde ne sait pas. Alors, c'est un sujet très commun. Je parle exprès de choses pas trop pointues ici et que tout le monde Mhm. peut comprendre. Mais la trêve hivernale, il existe des exceptions à l'interdiction d'expulser. Et ça, les locataires doivent le savoir, ça peut les concerner. Les propriétaires doivent le savoir aussi. Ça peut les concerner aussi. Par exemple, quand vous faites un préavis, vous partez de chez vous, vous devez donner votre préavis au propriétaire. Et bien, la plupart, en fait, toutes les grandes villes parisiennes, le centre en tout cas, sont ce qu'on appelle en zone tendue. Donc, au Oui. lieu d'avoir un préavis de 3 mois, vous avez un préavis de 1 mois. Mais ça change tout. Si vous avez déjà trouvé le nouveau logement, ça vous évite des frais. Enfin, plein de petites choses comme ça que Bien sûr. vous devez connaître. Ouais, je pense que donc c'est pas pour rien que tu as commencé par l'immobilier parce que ça peut prendre des grosses parts de gâteau et c'est surtout quelque chose qui est commun à tout le monde, hein, sur lequel on va très vite être confronté. C'était intéressant, là je rebondis sur l'aspect locataire, propriétaire, qui paye quoi. C'est vrai que c'est un truc qui est très redondant. Est-ce que tu as peut-être un ou deux tips à nous donner sur des choses qui te semblent que les locataires payent souvent à tort? C'est la Bon, ça frontière serait fine plutôt l'inverse. entre Ça serait l'usure plutôt- ou pas d'ailleurs, je pense, non? En fait, ce serait plutôt l'inverse. C'est soit l'usure, soit D'accord. l'entretien. Il y a Ok, souvent ouais. une incompréhension qui est faite entre l'usure et l'entretien. C'est-à-dire que l'usure, normalement, est à la charge du locataire. C'est lui qui utilise l'appartement. Et au bout, mais tout ça, c'est quantifié dans la loi, hein. Au bout d'un certain nombre de temps, les objets se dégradent et il est normal de les Mhm. remplacer. Et D'accord. ensuite, il y a les rénovations. Et les rénovations, tout va dépendre s'il s'agit de rénovations à l'intérieur de l'appartement où habite le locataire ou alors à l'extérieur de l'appartement. Et même à l'extérieur de l'appartement, il y a des règles parce que, en fait, les espaces communs ne sont pas à la même charge que, par exemple, certaines parties qui appartiennent au propriétaire mais qui sont utilisées, dont le locataire a la jouissance. Oui. Donc, c'est Ok. surtout sur ces pôles-là que ça va être compliqué. Ouais, cette Après, notion de ce qui est dans le logement, ce qui est dans la copropriété, pardon, et ce qui est à la c'est ça. jouissance directe ou non du locataire. C'est ça. Ok, donc par exemple, les gros travaux de toiture, ça, on peut estimer que le locataire n'en a pas la jouissance directe, donc ça sera plutôt dans l'escarcelle des propriétaires. C'est évidemment le propriétaire, mais dans ces cas-là, je ne veux pas dire que ça arrive jamais, mais en réalité, ça n'arrive pas parce que déjà, je pense que tous les locataires sont informés que la toiture ne sera pas pour eux. Mais la question pourrait se poser, par exemple, pour les volets. Tu D'accord? habites dans un endroit, les Mhm. volets, c'est chez toi. Le propriétaire, c'est chez lui aussi parce qu'en fait, il va bénéficier de la peinture. Et ben là, tout va dépendre du nombre d'années dans lequel vous habitez dans le logement. Ça fait Hmm. 20 ans que vous êtes là, c'est complètement normal, ça fait partie de l'entretien usuel de repeindre et d'entretenir en fait tout simplement un volet. Ça l'est pas pour la toiture qui évidemment fait partie de l'entretien annuel imputable à n'importe quelle habitation en réalité.
Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup fait de location quand j'étais jeune. Et c'est vrai que selon les proprios, donc il y en a qui sont adorables, mais il y en a d'autres qui vont très rapidement te dire, bah, vous pouvez pas acheter ça ou faire le changement vous-même de ça. Et c'est vrai que des fois, tu es toujours dans l'hésitation parce que entre changer une ampoule ou mettre un coup de dégrippant dans une serrure, bon, voilà, c'est vrai que des fois, tu sais pas trop quand. Ouais, et puis surtout si jamais tu passes par un propriétaire en direct, si jamais tu Mhm. passes pas par une agence immobilière. À ce moment-là, si jamais le propriétaire, ça m'est déjà arrivé aussi, ne veut plus parler avec toi, et ben t'as pas d'autre choix en fait que de traiter avec lui. Et donc du coup, comment tu fais après une phase de négociation qui marche pas, vers qui tu te tournes, comment tu peux. Enfin, voilà un peu l'intérêt de ce livre. Yes. Par rapport donc, à la relation propriétaire-locataire, tu avais aussi peut-être des exemples à nous donner sur tout ce qui était matériel équipement, c'est ça? Oui, disons que ce sont souvent les deux domaines qui posent des problèmes entre le paiement entre le locataire et les propriétaires. Qui paie quoi? Ouais. Disons que tout ce qui est charge, l'ascenseur, chauffage collectif, eau, etc. Là, pour le coup, ça peut poser des soucis d'entente. Et il y a aussi évidemment l'entretien annuel, parce que normalement, c'est à charge des locataires pour tout ce Mhm. qui est chaudière et équipement type ballon d'eau chaude ou climatisation. Voilà, ce sont les deux points généralement qui posent des problèmes. Le reste, on sait à peu près qui paie quoi. Ouais, bah, hyper intéressant parce que ça peut être cool de faire valoir ses droits aussi en tant que locataire, parce que souvent c'est dans ce sens-là que ça peut poser problème, même si encore une fois il y a des très bons propriétaires. Quelque chose moi aussi que j'avais bien apprécié, c'est que tu avais fait une to-do list sur quand tu quittes un logement, tu as des points à vérifier, à faire attention pour pas te faire avoir. Pareil, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans donner tous les points dans le détail, mais est-ce que tu aurais des choses à relever par rapport à ça? Oui, il y a les points de base qu'on oublie de faire, qu'on sait par principe, qu'on nous a déjà répété, mais qu'on oublie de faire parce qu'on est dans le rush des déménagements. D'où l'intérêt de cette liste à puces qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines, hein. Par exemple, avant de voyager, en ce qui concerne l'assurance voyage, sont des listes un peu importantes parce qu'en fait, ça paraît des bases, mais on les oublie. Typiquement, prendre des photos. Prendre des photos aussi et scanner, donc conserver. Il ne s'agit pas juste de prendre des photos, mais derrière, il faut en faire un dossier et tout transférer dans un disque dur. De Hmm. ces contrats et des dernières choses qu'on a mises en place avant de quitter le logement. On parlait tout à l'heure des factures d'entretien pour les clims ou pour le ballon d'eau chaude. Typiquement, ça, il faut les conserver. Il faut bien conserver aussi le papier que vous remettra le professionnel qui est venu exercer ses prestations. Il vous remettra un papier en vous disant que ça a été fait avec la date. Tout ça à conserver. Ce sont que deux exemples sur toute une liste. Ça paraît des bases, mais c'est important. Bien sûr, en fait, souvent on sous-estime l'instant T, hein, notamment les états des lieux d'entrée, de sortie, de ce qui doit être noté dedans. Sauf que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment en tant que locataire. En fait, ça va déterminer plein de choses derrière. Ça va déterminer potentiellement les frais ou le coût qu'on va récupérer que le propriétaire va récupérer sur la caution. Moi, une fois, on m'avait dit, donc on fait le point de mon logement. Il y a le matelas, il y avait une la housse de matelas, pardon, il y avait une micro tache. Bon, on me dit que c'est pas trop grave, voilà, à l'oral, hyper cool, je me dis bon, bah c'est bon, ça passe. Sauf que Le ce que j'avais pas piège. fait attention, c'est que la personne l'avait quand même noté dans les choses qu'elle avait relevées sur l'état des lieux de sortie. Moi, bon, de bonne foi et m'étant bien entendu que la personne, je signe, je prête pas plus attention à ça. Sauf que derrière, il m'avait prélevé 90 euros parce il me faisait payer la housse de couette, puis les déplacements des personnes qui venaient réinstaller la housse de couette. Enfin voilà, un des frais complètement aberrants quand j'étais étudiant. Et après, bah, une fois que c'est signé, les moyens de recours, ils sont beaucoup plus limités, c'est beaucoup plus dur, ça met beaucoup de temps pour récupérer son argent, quoi. Mais ça, c'est une base. C'est aussi quelque chose, parce qu'il y a quand même des règles fondamentales. C'est aussi une chose que j'essaie d'expliquer. On ne signe rien sans l'avoir lu. Ça paraît ardu de lire un contrat parce que, faut pas se leurrer, hein. C'est pas pour rien que les contrats sont aussi longs, aussi compliqués et que le vocabulaire est aussi technique. Ce n'est Mm. vraiment pas pour rien. Le but, ce n'est pas d'aider le consommateur. Le but, c'est que le consommateur se rende pas trop compte que voilà, ne soit pas au courant de toutes les petites lignes. Donc il faut lire vos contrats, prenez le temps de lire vos contrats. Ça vous causera toujours moins de perte de temps de lire ce contrat et de savoir vous stabiloter, c'est pas compliqué. Et en fait, il y a quelques éléments très importants, mais répartis dans toutes les pages. C'est ça qu'il faut.
Mais il faut prendre le temps de lire avant de signer parce que ça va vous coûter tellement plus de temps et en plus d'argent de reprendre le dossier, reprendre le problème, de voir qu'il y a des murs qui ne veulent pas vous répondre ou qui répondent à un mail qui est complètement à côté de ce que vous... Enfin, donc non, il faut lire ce genre de choses et évidemment l'état des lieux et de sortie comme d'entrée est une des choses les plus importantes en termes de déménagement. C'est-à-dire qu'il y a des points, il faut être intransigeant sur l'état des lieux. Évidemment, quand vous êtes locataire, il s'agit d'expliquer à l'entrée à quel point tout est sale et mal entretenu et pas assez bien. Le but, ça va être de minorer vraiment la qualité pour un propriétaire. Très logiquement, le but va être de dire que le bien est dans un état incroyable parce que ça permettra ensuite, via l'agence immobilière ou pas, de pouvoir récupérer des frais. Et encore une fois, c'est pas forcément conscient, mais c'est le jeu, c'est comme ça que ça marche. On avantage un propriétaire dans certains cas, un locataire dans certains cas, et on va souvent avantager, on va même toujours avantager, celui qui pose des questions, celui qui vérifie, celui qui embête un peu en fait, celui qui vérifie les choses. Toujours bien être armé, bien être préparé, c'est aussi à ça que sert ton ouvrage pour connaître ses droits. Nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi n'est pas facile, n'est pas à la portée de tout le monde, donc c'est difficile, surtout qu'elle évolue régulièrement, donc c'est difficile de tout connaître. Là, l'avantage, c'est que ton ouvrage récapitule bien les points importants. Et donc, tu parlais d'ailleurs des conditions générales. Donc, effectivement, elles sont maîtres en immobilier, mais il y a un autre domaine où elles sont très présentes, c'est forcément les assurances. Les assurances, pour moi, tu vas me dire si je me trompe, mais si on devait définir une assurance, finalement, ça sert à quoi? C'est plutôt pour te prémunir d'un risque, te protéger? Une assurance, c'est essentiel en termes de protection corporelle. Pour moi, c'est la première fonction de l'assurance pour un Français. C'est la D'accord. protection corporelle, soit parce que tu voyages et tu vas avoir un problème, parce qu'en France, ta protection corporelle est assurée par l'assurance maladie. Ça s'appelle aussi l'assurance maladie, mais attention, encore une fois, on parlait tout à l'heure de vocabulaire technique, donc on a d'un côté l'assurance maladie, les autres assurances, et dans les assurances, il y a des assurances vie, enfin des trucs qui sont à moitié entre des produits financiers et des produits assurantiels. Donc, le livre décrypte un peu tout en classant les assurances par type, mais c'est vrai que le premier but d'une assurance, c'est évidemment assurer le côté corporel, que ça soit, comme je disais, à l'étranger, ou alors, bien entendu, en voiture. L'assurance automobile est obligatoire, ce n'est pas pour rien. C'est très bien, c'est une très bonne chose qu'elle soit obligatoire. Il s'agirait maintenant d'indemniser peut-être plus largement, plus vite ou autre chose. Mais heureusement que c'est obligatoire. Et derrière l'assurance, on va dire des personnes en règle générale, on retrouve l'assurance des biens. Et donc du coup, ça va être assuré par exemple une maison, l'assurance habitation. Ça va être assuré vos biens, votre téléphone, le dernier téléphone qui est sorti, que vous avez payé une fortune, vous allez l'assurer. Ou alors, ça peut être assuré d'autres produits très particuliers, comme par exemple, vous faites un emprunt immobilier, cet emprunt immobilier est assuré. Attention, ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez recevoir de l'argent, ça veut dire que la banque va être remboursée de l'argent qu'elle vous a prêté. Et ça, c'est ce qu'on appelle une assurance emprunteur. Donc, il y a plein de types d'assurances. Certaines sont absolument obligatoires pour tout le monde. Et il y a un tableau dans le livre qui liste les obligatoires, qui liste ensuite les obligatoires pour certaines catégories de personnes. Par exemple, vous êtes salarié, par exemple, vous êtes dans tel ou tel domaine, vous avez besoin d'avoir telle ou telle petite assurance, c'est obligatoire pour le côté professionnel. Et enfin, les assurances complètement facultatives, où vous avez l'impression, tellement vous en avez entendu parler et tellement vous propose de la prendre que c'est obligatoire, mais en fait, pas du tout. Typiquement, l'assurance scolaire, qui a encore un grand débat, voilà, et qui, pareil, a son chapitre. Mais il y a plein d'assurances qui sont absolument pas obligatoires, quoique très recommandées. Pour certaines destinations, une assurance voyage peut s'avérer utile. Et encore que, vous êtes aussi assuré via votre carte bancaire. Donc encore une fois, vous avez deux options. Voilà, encore une fois, des choses à savoir. Quelqu'un qui pense qu'il n'est pas assuré quand il va en voyage parce qu'il n'a pas les moyens ou qu'il n'a pas pensé à prendre une assurance voyage ou qu'il n'était pas informé, en réalité, il est quand même assuré sur énormément de points grâce à sa carte bancaire. Évidemment, tout va dépendre de son niveau de carte bancaire. Une premium ou une platinum, ce ne sera pas du tout la même chose qu'une Visa, mais qu'une Mastercard, mais classique, en sachant que même une carte classique offre au moins, toutes les cartes bancaires de France offrent au moins on va dire une assistance corporelle, une assurance/assistance corporelle
à l'étranger, vous êtes rapatrié. Voilà. Vous êtes rapatrié, vos soins sont pris en charge en France. Enfin, il y a quand même, et puis il y a une assistance qui normalement fait partie de la carte. Après, ça peut être compliqué de les joindre, on en a parlé, mais il y a des choses. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ce chapitre-là. Je pense qu'effectivement, il y a une différence entre assurance obligatoire et assurance facultative qui est Bien juste sûr. ultra importante. J'ai quand même l'impression que dans ce que je peux côtoyer au quotidien, que les assurances obligatoires, à partir du moment où ça protège non seulement toi, mais surtout les tiers, où tes actions peuvent avoir un impact sur des tiers, bah, c'est obligatoire parce qu'en fait, tu peux pas ne dire je vais pas protéger demain la personne que je vais léser dans un accident, par exemple. Alors, absolument. Et ça, tu parles de la responsabilité civile, en fait. La Ouais, d'accord. responsabilité civile, c'est quand, en fait, je sais pas moi, tu te balades dans la rue et tu es en scooter et avec ton scooter ou ton skate, et avec ton skate, bah, il te file entre les jambes et il vient taper une grand-mère qui, la pauvre, n'avait rien demandé et qui, du coup, tombe. Hmm. Euh, il faut savoir que, encore une fois, on a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir plein de droits qui protègent les consommateurs. Le seul problème, c'est que les consommateurs savent pas qu'ils ont ces droits. Hmm. Mais dans toutes ces choses qu'on ne sait pas, cette assurance responsabilité civile est absolument obligatoire pour n'importe quel citoyen français et il se trouve que elle est d'office, et c'est pas pour rien encore une fois parce qu'elle est obligatoire, elle est d'office incluse dans les contrats d'assurance habitation. Dans un contrat d'assurance habitation, ça couvre ta maison, mais ça couvre aussi ta responsabilité civile. Pas que quand tu es en voiture, parce que quand tu es en voiture et que tu conduis, pour le coup, ça va être pris en charge par la partie assurance automobile. Mais si jamais tu es dans la rue, en fait, la responsabilité civile à l'intérieur de ton assurance d'habitation, et je parle de ça, mais je parle de ça pour toi, mais aussi pour les ayants droit. Par exemple, ton époux, ta femme, tes enfants peuvent être tes ayants droit selon ton contrat, mais logiquement, au moins tes enfants, voire ton mari ou ta femme, ou la personne qui habite avec toi selon des contrats, Bien sont sûr. prises en charge et donc du coup ont déjà d'office une assurance responsabilité civile. Et ça pareil, les gens ne le savent pas. La dernière fois j'avais une copine et pourtant elle connaît mon métier, hein. Normalement elle me parle de ce genre de choses. Mais elle casse un truc, elle casse un ordi chez un ami, elle le fait tomber de la table. L'ordinateur est cassé. Et ben elle avait commencé à économiser pour mettre de côté, pour pouvoir lui rembourser, etc. Elle n'avait pas calculé, enfin elle n'avait pas compris qu'en fait elle a une assurance habitation. La personne chez qui... Enfin, tout ça, ça se règle à coup de... Et en fait, un, il faut demander. Deux, il faut suivre. Parce que le truc aussi, c'est que bah, comme les délais sont un peu longs, Ouais. comme les gens oublient, comme c'est pas forcément une priorité, 10 euros prélevés à tort, ou on n'a pas bien compris d'où ça venait, et bah, du coup, les gens laissent pas mal tomber. Donc, il faut suivre derrière. Il y a un petit travail de... Et il faut se mettre un rappel pour relancer un tel qui m'a pas répondu depuis 15 jours. Mais on a normalement toutes ces choses. On est vraiment relativement protégé. Non, non, Encore mais c'est faut-il le super savoir et intéressant, utiliser. c'est encore une fois avoir ce réflexe de se dire bah, j'ai un préjudice, là tu parlais d'un téléphone, voilà, ça peut être un ordi, que sais-je. Mhm. Bien se renseigner auprès de nos assurances déjà si c'est pas couvert, plutôt que de mettre la main à la poche. Ça, c'est un conseil très pragmatique et très actionnable du coup. Renseignez-vous tout de suite si vos assurances couvrent. Il ne faut, et tu le dis très bien dans le livre, ne pas se satisfaire tout le temps des réponses des assurances. Il ne faut pas hésiter à les gratter dans les conditions générales. À un moment dans le livre, j'ai vraiment apprécié. Tu parles, je sais plus, c'est un dommage sur une voiture, je crois, ou une location, où en fait tu dis que c'est remboursable, sauf que l'assurance te dit dans un premier temps non, ce n'est pas pris en charge, etc. Sauf que toi, tu as dû surligner dans les conditions générales comme quoi c'était bien pris en charge, et effectivement, derrière, bah, tu as eu un virement. Alors après, comme tu l'évoques, je pense qu'il y a un effort pas surhumain, mais qui est quand même important de se dire, bah, c'est à toi d'aller prouver ça et de réclamer. Il faut que tu le suives, donc tu crées le dossier, donc il y a un petit peu d'administratif, et que tu le suives dans le temps, que tu ne lâches pas. Mais le jeu en vaut la chandelle quand même. Il y a pas mal d'argent en jeu dans pas mal de situations, quoi. C'est ça, et en fait, pas tant que ça, parce que mine de rien, je me souviens sur cet exemple, c'était une histoire de frais de dentiste, je crois l'histoire. Et en fait, dans cet Mhm. exemple, mine de rien, on parle quand même d'une centaine ou de 150 euros à peu près, en voyage, hein, un truc pris en charge à l'étranger, en urgence. Et il se trouve que cette assurance avait été choisie justement parce que dans ces petits avantages qu'elle met en plus, elle proposait la couverture à l'étranger, ce qui n'est pas le cas. Attention, c'est un bonus parce qu'il y a des garanties euh, obligatoires qui font Mhm. partie. Un contrat d'assurance sans assurance habitation, ça n'existe pas. Par contre, un contrat d'habitation avec des garanties complémentaires qui ne sont pas forcément les plus utiles du monde, hein, mais qui peuvent servir dans des cas très précis, typiquement le vol d'un téléphone, typiquement une prise en charge des soins à l'étranger, bah ça,
quand vous la choisissez en tant que client, vous la choisissez sur le moment parce que vous vous dites « Ah ouais, ça peut me servir », mais vous allez l'oublier. On a tous 50 000 trucs à faire dans la vie, on a tous 50... Et le jour où vous avez un petit problème à l'étranger, mais qui vous prend quand même de l'argent, et bien mine de rien, ça va vous coûter. Oui, effectivement, donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des assurances obligatoires, mais aussi des assurances facultatives. Dans les tips que tu donnais, je trouve qu'il est hyper intéressant de ne pas payer des doublons pour rien. Tu parlais de l'assurance scolaire qui est déjà intégrée dans l'assurance habitation la plupart du temps, mais aussi ça peut être hyper intéressant de très bien se renseigner sur ce que couvre notamment la carte bleue, parce que la carte bleue couvre déjà pas mal de choses, je trouve. Absolument. Yes, et donc également après, si on pouvait comparer, on va dire, assurance obligatoire et assurance facultative, on se rend compte que tout est assurable. Tu parlais notamment d'assurer des séjours, il y a même des personnes qui assurent sur la météo pour s'assurer qu'il y ait du soleil. En cas de non-soleil, ils vont vouloir être remboursés en partie. Voilà, en gros, on peut venir s'assurer, je dirais, quasiment contre tout maintenant aujourd'hui, quoi. Alors, c'est pas tout à fait le cœur de ce que je... mais oui, c'est vrai, ça doit exister, certainement. Peut-être plus sur un système de pari que d'assurance. Ouais, c'est ça. Alors après, on est effectivement à la frontière entre les deux. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui sont un peu plus officiels et constitutionnels que d'autres, ça c'est clair. Dans celles qui sont par contre hyper importantes, où il y a énormément d'argent en jeu, il y a l'assurance emprunteur. Est-ce que tu pouvais nous dire un petit peu en quoi ça consiste et ce à quoi il faut prêter attention? Alors, l'assurance emprunteur, c'est un petit scandale qu'il était complètement pendant de nombreuses années, qui va mieux depuis 2017-2018, date d'une loi assez importante qui a complètement ouvert le marché. En fait, à l'époque, jusqu'à il y a quelques années, pour avoir un crédit immobilier, il fallait passer par sa banque. Ouais. 99% des gens passent par une banque pour avoir un crédit immobilier. C'est rare les gens qui achètent comptant. En fait, la banque, du coup, proposait l'emprunt immobilier et à côté de ça, proposait ce qu'on appelle l'assurance emprunteur qui permet donc de venir les couvrir en cas soit de décès, soit d'incapacité, quand vous avez eu un accident de la vie ou un accident corporel et du coup vous n'êtes plus en capacité de travailler. Ou dans certains cas, mais c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus cher et donc pas forcément conseillé, en cas de chômage. Donc il y a plusieurs cas, mais généralement c'est en cas de décès et d'invalidité. Et à ce moment-là, la banque est remboursée par l'assurance. Vous gardez le bien, mais attention, vous ne touchez pas d'argent. C'est juste que la banque est remboursée en échange du décès de votre conjoint, de vous-même, en tout cas des propriétaires de ceux qui remboursaient l'emprunt immobilier. Et Oui. jusqu'à pendant très longtemps, la banque vendait aussi cette assurance aux consommateurs. Jusqu'à l'ouverture de ce marché à d'autres établissements, à savoir d'autres assureurs. Donc il y a beaucoup d'assureurs qui sont mis sur le coup. Le problème, c'est que quand un particulier fait un emprunt, il va voir sa banque. Il ne pense pas aller voir un assureur. Ce n'est pas logique, un emprunt immobilier, même si on vous explique que derrière l'assurance est obligatoire. Alors, pour la petite histoire, elle n'est pas obligatoire légalement, elle est obligatoire dans les faits. C'est-à-dire que très peu de personnes ont assez de patrimoine derrière elles pour qu'une banque leur dise « ouais non c'est bon, on n'a pas besoin de l'assurance habitation ». Dans les faits, il y a besoin d'une assurance habitation qui, encore une fois, n'est étonnamment pas obligatoire. Donc du coup, on pourrait se poser la question, mais c'est encore une autre histoire. Oui, Toujours t'as est-il raison. que... Alors pour expliquer, c'est hyper piégeux parce qu'en fait, c'est pas obligatoire. On pourrait s'en passer et c'est quand même des milliers d'euros souvent sur des emprunts à 20 ans classiques. Ça représente une très belle somme. Sauf que les banques ne vont pas accepter le prêt, ne vont pas accepter de prêter de l'argent pour ton achat si tu n'es pas adossé à une assurance emprunteur. Donc toi, finalement, tu parlais limite de mini raquettes organisées, quoi. On est un peu sur un monopole, un monopole, mais comme je disais, le monopole c'est un tout petit peu dégonflé depuis quelques années parce que maintenant d'autres assureurs en fait peuvent vendre ce type d'assurance. Sauf que là où c'est un monopole et là où c'est pas fair play de la part des banques, c'est que ça fait quand même quelques années que le marché a été ouvert. Et alors on leur demande pas de l'afficher en gros dans les banques à l'entrée, faites un crédit, passez ailleurs. Mais pour l'assurance, mais l'emprunteur n'est jamais, ou extrêmement rarement, mais je crois que dans toute ma carrière dans ce secteur, je n'ai jamais vu ça,
extrêmement peu informés du fait qu'il est totalement libre de pouvoir prendre son assurance emprunteur qui représente beaucoup d'argent, parce que 0,40% du montant de l'emprunt immobilier, c'est énorme en fait. Sur 300 000 euros, c'est monstrueusement énorme. Et Bien en sûr. fait, voilà, donc déjà c'est cher. Et en plus de ça, non seulement elles le proposent très cher, mais en plus de ça, elles ne le disent pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un emprunteur est totalement libre d'aller prendre cette assurance ailleurs, de la contracter ailleurs. Et effectivement, pour aller jusqu'au bout de la démarche, certains banquiers, et ça s'est vu beaucoup, et beaucoup de banques ont été condamnées ces dernières années pour ça, parce qu'en fait, elles conditionnent l'octroi du prêt immobilier à un taux intéressant. Par exemple, on va vous annoncer qu'on vous accorde un emprunt à 2,5 pour votre emprunt immobilier. Finalement, vous allez négocier un peu et on va vous dire, écoutez, vous savez quoi, on peut vous passer à 2,2, mettons, si jamais vous prenez l'assurance emprunteur chez nous. Sauf que vous vous dites, ok, bon, ça me va, je ne me rends pas compte, ça fait 0,40 d'assurance emprunteur. Bref, je ne fais pas les calculs, c'est pas grave, je signe. Sauf que derrière, mon emprunt immobilier il est passé, j'ai réuni tous les papiers, j'ai fait tous les rendez-vous, j'ai ma maison, je lance les travaux, j'oublie que j'ai une assurance emprunteur. Sauf que la banque, elle n'oublie pas, enfin ça se voit tous les mois sur les comptes. Et en fait, personne ne vous informe qu'il suffit d'aller pousser la porte d'un assureur, de n'importe qui, d'un courtier en assurance, pour simplement demander des devis absolument gratuitement. Ces devis-là, ils doivent, alors c'est légal, dans tous les cas, il n'y a pas le choix, ils devront à minima vous couvrir pour les mêmes garanties, c'est-à-dire à la même puissance d'assurance. Mais si jamais vous êtes couvert à la même puissance, c'est pas la même chose 0,40 sur un emprunt que 0,22 ou 0,23 que peuvent vous proposer un concurrent. Et en fait, vous gagnez 10 000, 15 000, 30 000 euros sur votre emprunt en changeant tout simplement de prestataire. Je suis entièrement d'accord avec toi. On se méfie pas parfois des mini pourcentages, les 0, quelque chose qui peuvent paraître comme ça de but en blanc des poussières, mais qui en fait sur 20 ans représentent des montagnes d'argent. Et moi, s'il y a un conseil, un tips actionnable qu'il faut retenir de l'interview et du livre, c'est celui-là, parce que pour moi, c'est celui qui représente le plus gros montant. Si je dois d'ailleurs illustrer avec un propos personnel, moi, quand j'ai fait l'acquisition de mon logement, j'avais effectivement l'assurance emprunteur de la banque, parce que souvent, c'est un petit peu implicite, comme tu l'expliques, hein, tu es sur la banque, donc elle va plutôt tout faire en sorte, voire modifier le taux d'intérêt pour que tu prennes l'assurance emprunteur chez eux. Sauf qu'il faut savoir que, et tu le dis très bien dans le livre, il y a eu plusieurs lois successives qui ont été dans le sens plutôt de l'emprunteur. Donc d'abord la loi Hamon, donc, qui permet justement de venir changer d'assurance empruntante derrière. Et derrière la loi Lemoine qui est venue d'ailleurs renforcer ce principe-là, parce que je crois avant il fallait que tu attendes un an, et maintenant tu n'as plus besoin d'attendre un an pour le faire, tu peux le faire de manière beaucoup plus rapide. Et donc moi je l'ai fait, alors j'ai plus tous les montants en tête, mais sur un crédit à 20 ans, j'ai quand même gagné 38 000 euros. Donc encore une fois, je suis très très vague dans les montants que je vais donner. Donc, pour donner un ordre d'idée plus fin, je crois que je payais une assurance assurance emprunteur de 200 euros par mois, et je suis passé à grosso modo 200 euros par an. Donc on voit qu'au quotidien, ça a quand même un impact hyper important, quoi. Mais c'est plein de petites choses qui mettent à bout, tu as raison, hein. Je pense qu'en termes d'emprunt, pour la plupart des gens, en termes de montant, c'est l'exemple le plus parlant parce que c'est le plus gros. Mais vraiment tous les autres petits montants, de doublons, de prélèvements d'erreurs, de frais qui peuvent être négociés, tous les frais, toutes ces entreprises sont des entreprises, ce n'est pas du public, c'est du privé, tout se négocie. Par exemple, les agents immobiliers, depuis 2022, je crois que c'est le 1er janvier 2022, elles sont obligées par le législateur, elles sont obligées d'afficher sur leurs tarifs d'information, comme les banques à l'entrée dans le local, elles sont obligées d'expliquer que le montant de leurs honoraires est un montant maximum. Ouais. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on part du principe qu'on ne peut pas négocier ses frais, comme les frais bancaires, mais si, tout se négocie. Ce sont des entreprises, il suffit de demander, il y a encore des listes à points dans le bouquin qui expliquent ce qu'aime un banquier, ce que veut entendre un assureur, ce qui rassure un assureur tout simplement. Donc les points peut-être à présenter, à mettre en avant
dans votre argumentaire quand vous demandez quelque chose. Tout ça, bout à bout, c'est quand même beaucoup d'argent sur l'année. Et puis, c'est des bonnes pratiques. Et puis, au même titre que le législateur, depuis quelques années, fait quand même beaucoup de choses pour le consommateur. Tu l'as dit, les différentes lois qui sont passées pour protéger le pouvoir d'achat des Français sur la partie assurance emprunteur, ou encore ces lois qui obligent d'afficher les tarifs et qui, pour les banques, c'est pareil, elles sont obligées d'afficher des tarifs simplifiés. Ce qui est un peu aussi une aberration parce que du coup, il n'y a pas tous les tarifs et qui sont tellement simplifiés que de temps en temps, on a l'impression qu'ils sont inexistants. Alors qu'encore une fois, tout est marqué dans 50 pages. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour le consommateur. C'est quand même ultra dommage que le consommateur, un, soit pas informé. Et deux, dès qu'il est informé, ça fera gagner de l'argent à tout le monde. Et ça fait rentrer dans un système vertueux où si jamais les banques arrêtent de récupérer des sous sur des actions où elles ne devraient pas rapporter des sous, et elles feront d'autres produits et ça ira dans le bon sens. Et tout ça participe à une économie plus vertueuse et plus honnête et plus éclairée, plus transparente. Parce que j'invente rien, tout est dans la loi, tout est dans les petites lignes. Il suffit juste de le savoir, de le surligner, puisque les banques ne le font pas ou les assureurs ne le font pas. Surlignez vos contrats, mettez-vous des penses-bêtes. Ça va vous prendre 1 heure de faire tous vos contrats. Vous faites ça en fin d'année ou en début d'année et vous vous mettez un rappel. Et puis, en fait, toi, tu parlais de ce qui t'avait marqué dans le bouquin. Moi, je pense que le mot le plus important du bouquin, c'est comparaison. On compare tous quand on va acheter une fringue un peu chère. On compare tous quand on va acheter un nouveau frigo, un nouveau téléphone. On compare les prix. On fait même plusieurs magasins pour voir si exactement les mêmes produits, le même modèle, il n'est pas un peu moins cher de 2-3 euros parce que expédition, etc. On compare. Pourquoi on ne fait pas avec un truc qu'on paye tous les mois sur plusieurs postes et tout au long de notre vie? Voilà, faut comparer ça. Je pense que oui, tu as raison, c'est un gros tort qu'on a tous en tant que consommateurs. Après, peut-être les éléments qu'on a déjà donnés, un langage peut-être un peu plus technique, avec des conditions générales voilà, très, très fournies, donc peut-être plus dur d'aller naturellement vers ça. Et puis en fait, c'est quelque chose qui est très bien fait, puisque souvent qui est dilué dans d'autres coûts, ou en tout cas que tu vas peut-être moins percevoir sur une première approche. Puis après, une fois que tu le payes tous les mois, je dirais pas que c'est un dollar, mais ça y est, tu t'es acclimaté en fait à avoir ce paiement régulier, donc tu t'en contentes, mais c'est une erreur comme tu dis, et tu dis à maintes reprises dans le livre, ne pas hésiter à rechallenger, à se prendre du recul, à se reposer les bonnes questions sur d'une part ce qu'on paye, et d'autre part ce que ça couvre, quoi. C'est ça, les besoins doivent être cohérents avec les garanties. Ça ne sert à rien du tout d'avoir une super carte bleue. Bon, à part pour la fame, et je comprends pourquoi pas, c'est une raison en soi, mais économiquement parlant, ça ne sert à rien du tout de payer une super carte bleue si jamais vous voyagez jamais, si jamais, par exemple, parce qu'en fait la plupart des garanties optionnelles offertes d'assistance avec la carte bleue, ça concerne les voyages, ça concerne des sorties ou des occasions très particulières, très spéciales, sur lesquelles il faut réserver pendant longtemps en avance, donc il faut avoir un certain... en fait, c'est pas pour toute la population. Donc, ça pareil, c'est des dépenses qui ne servent pas en réalité. Et après, tant mieux, mais sachez qu'il y a tellement de choses que vous pouvez éviter. Et le plus important, c'est effectivement les garanties. Ce qui compte dans votre contrat, si vous lisez vos conditions générales, moi personnellement, j'ai jamais lu mes conditions générales en entier. Attention, je dis pas qu'il faut se taper les 50 pages des petites lignes. Non, je dis qu'il faut s'arrêter sur les titres parce qu'en fait, toutes les conditions générales sont fichues en paragraphes. Et au-dessus, vous avez un titre. Ces conditions générales, vous les récupérez en PDF, pas en papier. Comme ça, vous les avez en PDF. Et vous faites une petite recherche avec l'outil Loop que tout le monde a sur son ordinateur ou sur son téléphone. Et vous regardez les mots-clés. Les mots-clés, c'est quoi? C'est garantie. La garantie, c'est ce pourquoi vous êtes couvert. C'est quand même la base. Et tout est maintenant tout fini. Si c'est pas marqué, vous n'êtes pas couvert. Donc, et puis attention, il faut bien lire. Voilà. Ça, c'est le premier mot, garantie. Deuxième mot, les exclusions. Les exclusions, il y en a dans tous les contrats. C'est tout ce pourquoi vous êtes couvert, sauf pour cette situation. Et il y en a beaucoup, des exclusions, donc ça c'est très important. Par exemple, vous prenez une assurance pendant vos vacances et vous allez surfer ou vous allez faire du ski pendant 15 jours, vérifiez, parce qu'en fait la plupart des assurances pour ce genre d'occasion ne couvrent pas ces sports. Ils sont considérés comme dangereux, ce sont des exclusions. Bien sûr. Donc voilà. Très important, je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir d'ailleurs sur la carte bleue, moi j'ai découvert que certaines cartes bleues permettaient aussi d'avoir des suites, par exemple de logiciels, des choses comme ça. Donc tu vois, j'étais pas au courant. Et en fait, des logiciels avec lesquels je travaille tous les jours, c'est incorporé dans ma carte bleue.
enfin ma carte bancaire. Et donc du coup, bah oui, ça va même au-delà des assurances, de ce que ça coûte, tout simplement les services que ça peut t'offrir, quoi. Absolument. C'est absolument. Tu peux avoir des choses déjà payées. Et puis, encore une fois, il faut servir le banquier, l'assureur ou vos assureurs ou tout ça. Vous les payez en fait. Vous êtes un client, vous avez le droit de poser des questions. Et ensuite, tout simplement, vous validez la réponse avec les conditions générales. Vous faites une petite recherche et juste, il faut que ce soit cohérent. Si ça vous convient, parfait. Super conseil. Merci beaucoup, Louis. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de tips hyper actionnables que peuvent utiliser les auditeurs et auditrices avec ces grands piliers qui sont banque, assurance et immobilier. Est-ce que toi, tu avais envie de rajouter un petit quelque chose, un mot de la fin ou dire quelque chose à ceux qui nous écoutent? Bah, j'espère que vous apprendrez plein de choses parce que ce sera bon pour vos finances. Et puis c'est important de savoir un peu ce qui nous entoure, même ça permet de comprendre comment l'économie avec un grand E fonctionne autour de nous. Et puis en dehors de ça, bah, je vous souhaite à tous de très très joyeuses fêtes de fin d'année et de Noël. Merci, c'est gentil à toi aussi. N'oubliez pas donc l'ouvrage disponible aux éditions Maxima. On vous mettra les différents liens si vous avez été hypé par cette interview et que vous voulez vite le commander. Il est bien sûr disponible dans les librairies et d'ailleurs très bien mis en avant dans les librairies de votre choix, mais aussi sur tous les sites internet que vous connaissez. Avant que j'oublie, donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et de commenter, de réagir à l'épisode. Et puis vu qu'il sera sûrement disponible sur YouTube en vidéo, on like et on s'abonne. Ça aide la chaîne à grandir à pleine vitesse. Merci à tous, je vous dis à très vite et au prochain épisode. Ciao, ciao.